On est une petite dizaine, il est 11 heures. Je pense qu'on va attendre encore quelques petites minutes le temps que d'autres personnes se connectent. Je vois que ça arrive encore. On va commencer d'ici 5 minutes à peu près. Je pense que ça ira. Nicolas, je ne sais pas si tu m'entends. Au niveau du nombre de participants, est-ce qu'on était aux alentours on était bien là ou est-ce qu'on attend encore du monde? Oui, je pense qu'on peut commencer, sinon les autres vont nous rejoindre. Ok. Oui, il y a encore des gens qui arrivent en fait là. Bon, quand on arrive à 20 participants, on commence le webinaire. Bon, allez, bon, je vais commencer alors. Ok, donc normalement, vous voyez tous mon écran avec la présentation. Donc rebonjour à tous. Bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce troisième webinaire intitulé Les écomatériaux, innovation et économie circulaire. Donc troisième webinaire dans la série de webinaires de notre programme Excellence Bioécoï avec l'île Maurice, La Réunion et les deux autres dom-tom de la zone. Aujourd'hui, le webinaire principalement orienté autour des écomatériaux de l'innovation. Donc j'ai 35 minutes pour discuter ensemble et pour vous introduire le sujet, vous présenter les différents points suivants. Donc une introduction et rappel des objectifs un petit peu autour des écomatériaux. On va faire un panorama des écomatériaux, revenir sur les innovations et après illustrer tout ça par des exemples locaux. Donc une présentation assez simple finalement et pour étayer un petit peu le sujet des écomatériaux. Donc, tout d'abord, moi je suis Jim Nourri, je me présente, je suis chargé de projet matériaux au pôle de compétitivité Calitropique, donc on est basé à La Réunion. Beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà et vous avez déjà suivi normalement certains webinaires organisés par mes collègues dans les semaines précédentes. Aujourd'hui, le webinaire Écomatériaux, innovation, économie circulaire, je vous propose de revenir sur les enjeux des écomatériaux au niveau global, puis au niveau insulaire dans notre zone océan Indien, d'explorer ensemble aussi certaines innovations matériaux récentes et quelques réalisations tropicales pour ces écomatériaux-là. Donc l'objectif principal, c'est de reposer un petit peu les éléments de contexte vis-à-vis des écomatériaux,
d'exposer peut-être le potentiel d'innovation que ça peut représenter pour nos îles et de manière générale. Euh, et le but, ce serait que vous repartiez avec des idées, l'envie peut-être d'en savoir plus, et en tout cas une sensibilité peut-être augmentée par rapport à ces matériaux-là. Donc sur une thématique de fond qui reste quand même le bâtiment, l'ameublement, la construction, mais donc il y aura des principes qui seront transférables à d'autres secteurs d'activité où on retrouve aussi des écomatériaux. Voilà, donc sans plus tarder, une petite slide. Pourquoi parler d'écomatériaux? Qu'est-ce que c'est? Euh, donc, sur la base des différents en fait, rapports environnementaux qui ont pu sortir, hein, les analyses du réchauffement climatique, les rapports du GIEC, etc., aujourd'hui, on sait l'impact des activités humaines sur l'environnement et parmi celles-ci, plus précisément, l'impact de la construction sur l'environnement. Donc, on sait que, par exemple, le bâtiment représente près de 37% des émissions globales de gaz à effet de serre au monde, 57% si on ajoute tout ce qui est la partie manufacturing, fabrication des divers équipements, etc. Et on sait aussi qu'en phase opérationnelle, c'est-à-dire lorsqu'on utilise les bâtiments, la construction, les bâtiments représentent près de 26% de la consommation énergétique dans le monde. Donc, c'est une grosse part des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées directement aux bâtiments qu'on construit et à l'utilisation qu'on en a. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette notion-là, notion de carbone intrinsèque, c'est une notion qu'il faut garder en tête. On l'a définie comme en fait les émissions nécessaires du bâtiment hors phase utilisation. C'est-à-dire tout l'ensemble des étapes qui ont permis à la création des éléments du bâtiment et toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont été associées à ces étapes-là. Donc on part de l'étape d'extraction des ressources jusqu'à l'élimination des différents constituants du bâti et des équipements. Donc tout ça constitue des impacts environnementaux qui sont intégrés dans ce qu'on appelle le carbone intrinsèque au bâtiment. Donc on sait aujourd'hui que cette part des émissions représente près de 50% de l'impact global sur toute la durée de vie du bâtiment. Ça veut dire que, par exemple, pour un bâtiment qui va durer 50 ans, 70 ans, 100 ans, au moment de sa livraison où il est... Oups, excusez-moi, les micros, s'il vous plaît. Je disais, voilà, au moment de la construction de ce bâtiment-là, il aura déjà, au moment de la livraison, pardon, il aura déjà contribué entre 20 à 40% de son impact carbone de toute sa durée de vie. Pour illustrer ça, j'ai mis ce petit schéma-là qui est assez intéressant, qui montre qu'en fait, avant, les constructions traditionnelles, elles étaient finalement économes en fait en carbone intrinsèque, en énergie grise. C'est-à-dire qu'on construisait avec les matériaux qu'on trouvait dans la région, les coûts de transport, enfin les impacts liés au transport étaient faibles, les matériaux étaient simples, peu transformés. Donc les émissions liées à la fabrication du bâti étaient très faibles. Pour autant, on avait pour ce même bâtiment-là une énergie d'usage qui était très forte. C'est-à-dire, on utilisait beaucoup d'énergie pour chauffer, pour refroidir le bâti, pour isoler, etc. Par rapport justement à l'isolation était mal faite, les matériaux étaient très peu performants, etc. Aujourd'hui, on est plus dans un mode constructif où on a des bâtiments qui sont très efficaces, c'est-à-dire qu'on utilise peu d'énergie pour l'éclairage, pour le chauffage, etc., parce que nos matériaux sont très performants. Mais par contre, on a un plus grand impact sur l'environnement quand on va fabriquer ces matériaux-là, quand on va construire la maison. Donc c'est sur cette partie aujourd'hui qu'il faut se concentrer si on veut abaisser euh, l'impact environnemental du bâtiment. Euh, voilà, donc si on peut revenir sur une définition des écomatériaux, comme je l'ai marqué sur cette slide ici, ce sont des matériaux qui, en fait, par leur composition, leur mise en œuvre, leur fabrication, vont présenter un avantage écologique par rapport aux matériaux classiques, tout en ayant des performances similaires. En gras, ici, dans la définition, j'ai mis matière première, parce qu'en fait, c'est l'origine des constituants du matériau. C'est très important par la suite, et on va classer un petit peu les écomatériaux en fonction de cette caractéristique-là, leur matière première. La mise en œuvre aussi, très importante, car certaines techniques de mise en œuvre permettent de faire des économies de ressources, d'énergie lors de l'installation et de la pose de ces matériaux-là. Donc, on va pouvoir faire des économies aussi à ce niveau-là. J'ai mis aussi procédé de fabrication, parce qu'en fait, certaines innovations vont permettre la fabrication de matériaux par des procédés qui sont économes en ressources
ou en production de déchets, etc. Donc, ils vont faire des économies aussi d'énergie abaisser l'impact environnemental à ce niveau-là aussi. Donc, le plus important, finalement, ça réside dans la suite de la phrase. Avantage écologique pour performance similaire. C'est-à-dire, on souhaite utiliser des matériaux qui sont de bonne qualité, conformes, sécuritaires, tout en abaissant l'impact environnemental de la construction. C'est bien ça sur quoi il va falloir se concentrer. Donc, vous avez déjà dû voir sur d'autres webinaires que ces impacts environnementaux sont mesurés lors de l'analyse du cycle de vie du produit. Donc, toutes ces données, généralement, sont présentes dans les fiches données et sécurité, fiches de données environnementales et sanitaires, donc les FDES, qui sont disponibles pour certains produits fabriqués dans l'Union européenne. Donc, c'est dans ces fiches-là qu'on va retrouver ces informations par rapport à ces impacts environnementaux. Donc, toutes ces informations-là, il va falloir bien sûr les adapter à nos territoires insulaires, dans lesquels on est très dépendant de l'importation, parce que voilà, on n'a pas des mix énergétiques qui sont les mêmes. Donc, tout ça va peser dans la balance quand on va calculer l'impact environnemental global des matériaux qu'on utilise. Donc, pourquoi parler d'écomatériaux finalement? Parce qu'en fait, on voit qu'au-delà des aspects environnementaux que je viens de présenter et qui sont le fondement de la démarche des écomatériaux, on voit que le marché en fait, des écomatériaux est en plein essor, avec des opportunités économiques en fait, qui vont devenir les réalités industrielles de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise de conscience en faveur de l'écologie est en train de changer les modes de consommation, est en train de former un petit peu les attentes des consommateurs dans tous les domaines, hein, construction, consommation courante, tourisme, là, comme ça, tout autour en fait, de l'écologie et de l'économie circulaire. Donc en fait, ces deux aspects-là deviennent des outils de la compétitivité. Ils sont vecteurs d'innovation, d'avantages économiques. Et dans cette période de transition écologique dans laquelle on se trouve, l'écologie et l'économie circulaire et les écomatériaux deviennent en fait des vrais facteurs différenciants si on sait prendre le pas de ces matériaux-là. Donc voilà un petit peu pour quelques mots introductifs sur les écomatériaux et le contexte. Pour faire un panorama des écomatériaux, ce serait très compliqué de parler de tout ce qui existe. Donc je vais tâcher ici de vous donner un petit peu un aperçu global de ce qui existe et de ce qui se fait. Donc si on met en fait en face de la définition précédente, on peut mettre certaines caractéristiques qu'on va aller chercher dans les matériaux qui vont les classer dans la catégorie écomatériaux. Des caractéristiques liées à la biomasse, donc la matière première, on en a déjà parlé, qui peuvent être fabriquées à partir de biomasse, de ressources minérales, à partir de ressources recyclées aussi. En fait, on comprend ici que dans la matière première, ces écomatériaux-là ne sont pas fabriqués à partir de ressources fossiles non renouvelables. Donc, on va avoir une composante de ressources liées à la biomasse, liées à la ressource minérale géosourcée ou recyclée. On va s'intéresser aux matériaux qui permettent le stockage du carbone, c'est-à-dire comme ils ont été fabriqués à partir de ressources de biomasse ou même de ressources minérales, et ben, le carbone qui aurait été capté lors par exemple de la pousse des végétaux, etc., par la photosynthèse, va permettre de capter le CO2 et d'utiliser plutôt du CO2 qui vient de l'atmosphère plutôt que du CO2 qui vient du pétrole, etc. Donc, on va s'intéresser aussi principalement à des matériaux qui sont peu transformés, donc qui font l'économie d'énergie et l'économie de déchets lors de leur fabrication, finalement. On va regarder aussi des matériaux qui sont fabriqués localement. Donc, ça, c'est très important dans des territoires insulaires comme La Réunion, Maurice, parce qu'en fait, le trajet court entre le lieu de la fabrication et le lieu de la consommation du produit ou de la mise en œuvre du produit, c'est très important parce qu'on on va pas émettre du CO2 lors du transport. Si le matériau est recyclé, c'est évidemment un pas dans la bonne direction. Ça veut dire qu'il intègre une part moins importante de matière vierge dans sa composition. Donc, il y a une économie de matière, peut-être la réutilisation d'un déchet ou d'un coproduit dans sa fabrication. Donc, ça, c'est très désirable pour les écomatériaux. Et aussi recyclable. Donc, ça, c'est aussi une caractéristique dont on parle assez peu, mais qui est très importante. En fait, elle permet de réintégrer le matériau ou le produit dans une boucle d'économie circulaire lors de sa fin de vie.
C'est-à-dire si le produit, par exemple, il est monomatériau, il est recyclable, ça va être intéressant. S'il a été designé dans le but de permettre son recyclage par une composition simple, qui va permettre qu'on le trie facilement, etc., ça va être un très bon point pour être un écomatériau. Donc cet aspect-là, il est très, très important, notamment dans le domaine des emballages. Voilà, donc pour commencer ce petit panorama, les produits, les matériaux, j'ai décidé de les présenter sous forme, enfin en fonction de l'origine de la ressource. Donc on va commencer par les matériaux biosourcés. Donc ce sont les écomatériaux par définition, ils sont issus de matières organiques renouvelables, donc végétales ou animales. Donc la définition est dans une norme NF, donc entièrement ou partiellement issu de la biomasse. Donc on n'a pas besoin d'être 100% issu de la biomasse pour être considéré comme biosourcé. Donc on y reviendra juste après. Il y a quand même des seuils qui serait important d'afficher. Donc ces biomatériaux-là, donc les matériaux biosourcés proviennent principalement de trois filières, on va dire, hein, grosso modo. La filière sylvicole, donc le bois, coproduit et dérivé du bois. Le bois étant le matériau biosourcé par excellence et par consommation, donc c'est le matériau biosourcé qu'on consomme le plus au monde. Donc ces produits biosourcés provenant de l'exploitation des arbres, ils peuvent être retrouvés partout, hein, en structure, dans le bâtiment, en isolation, en finition, dans chaque corps du bâti, vraiment de la construction à l'ameublement. Et aussi peut être utilisé, transformé par la chimie. On a aussi la filière agricole qui fournit beaucoup de matériaux biosourcés. En France hexagonale, par exemple, il y a beaucoup de cultures dédiées au chanvre, au lin, et une bonne partie dédiée à la fabrication d'isolants, par exemple. Les coproduits de l'agriculture vivrière, on a aussi par exemple la paille de blé, la canne à sucre. Donc nous, on n'utilise pas vraiment pour des matériaux à La Réunion, même s'il y a eu le bagapan par le passé. Ni à Maurice d'ailleurs, il me semble, ou très peu. Mais on peut utiliser les pailles de canne à sucre, les pailles de blé, etc. pour l'isolation. Donc c'est des techniques qui sont éprouvées déjà et utilisées en France hexagonale. Euh, voilà, après, il ne faut pas oublier toute l'industrie de la chimie biosourcée, on reviendra un petit peu là-dessus après, mais qui vise à créer des molécules à partir, par exemple, de ressources biologiques. Donc ça, c'est d'intérêt pour les plastiques, les solvants, les colles, les peintures, etc. Voilà, et enfin, on a la filière du recyclage, dans laquelle les produits, par exemple, comme le carton, les papiers, les boîtes palettes, qui sont biosourcés d'origine, peuvent venir alimenter en fait la production d'autres produits biosourcés, comme la ouate de cellulose, les palettes de particules, mais on verra ça un petit peu plus devant. Euh, voilà, donc avant de souligner ça par quelques exemples, un dernier point, l'aspect renouvelable en fait est vraiment indissociable de l'aspect naturel de la ressource. C'est-à-dire il ne suffit pas qu'une ressource soit naturelle pour qu'elle puisse être renouvelable et considérée comme un écomatériau. Il faut satisfaire absolument les deux critères en même temps. Par exemple, un exemple assez extrême, mais l'ivoire des éléphants, par exemple, elle est biosourcée, mais c'est pas pour autant renouvelable dans une logique industrielle pour fabriquer des meubles, par exemple. Donc c'est pas, il faut vraiment avoir les deux. Donc un exemple un peu moins extrême, le sable, qu'on utilise pour les constructions béton, etc. Le sable, c'est naturel, mais pas forcément renouvelable à l'échelle de temps intéressante pour l'humanité. Donc on a des problèmes de disponibilité, d'accessibilité de la ressource en sable pour les divers chantiers d'envergure. Donc on ne peut pas considérer que le sable est un écomatériau. Euh, voilà, donc pour revenir un petit peu, donc sylviculture, on a tout ce qui est les matériaux biosourcés en bois massif, donc pour la fabrication de charpentes. Par exemple, à La Réunion, on a beaucoup de cryptoméria, on fait du bardage en cryptoméria, donc c'est du bois massif. Donc tout ça va venir abaisser l'impact environnemental du bâti. Ce sont des matériaux biosourcés renouvelables qui sont d'origine végétale. Donc pour du bardage, pour des lames de terrasse, pour même de la toiture, de la façade, etc., le bois reste le matériau biosourcé par excellence. Ensuite, on a les matériaux qui sont peu transformés, donc j'en ai parlé un petit peu avant, donc l'isolation en bottes de paille. Ça, ce sont des coffrages, des murs d'ossature remplis de paille, donc directement extraites du champ, mises sous forme de bottes et installées dans des montants préfabriqués. Donc vraiment un matériau qui est très peu transformé, qui est très efficace. Donc là, on est sur des épaisseurs de 35 à 40 cm d'épaisseur d'isolation. C'est l'un des matériaux les plus écologiques et les plus efficaces possibles en termes d'isolation, la botte de paille. Pardon. On a aussi les toitures en chaume, donc c'est des techniques qui sont traditionnelles hein,
dans les îles et même dans certaines zones d'Europe. Les toitures en chaume, par exemple, à La Réunion, on a les chaumes de vétiver, on a du chaume aussi en métropole sur du roseau, sur ces choses comme ça. Donc, c'est des toitures qui sont isolantes, en plus d'être esthétiques et protectrices, donc qui vont venir, pareil, abaisser l'impact environnemental du bâti au complet. Puis ensuite, on a les matériaux comme le bambou qui sont utilisés de manière assez brute, peut-être lasurés, peut-être juste détaillés à la bonne taille, mais ce sont des matériaux qui sont peu transformés, qui sont naturels et qui peuvent venir s'appliquer dans le bâti, par exemple, dans ce cas-là, en façade pour des éléments de décoration ou d'ameublement. Donc, des exemples assez efficaces. Si on avance un petit peu dans les matériaux biosourcés, on retrouve des matériaux qui sont un peu plus transformés. Donc, par exemple, un peu plus transformé, j'entends que la biomasse, elle est plus travaillée, plus modifiée. On va prendre la biomasse, on va la défibrer, on va sûrement broyer, on va ajouter les additifs, etc. Par exemple, pour la fabrication d'isolants. Tout sur l'image de gauche, on peut voir des isolants à base de bois. Donc, ça a été broyé très finement, encollé avec des résines, avec des colles, etc. Où on peut faire des isolants à base de bois, des isolants à base de chanvre et même des isolants à base de bagasse. Il y a des projets qui produisent ce type de produit-là. Donc, c'est des produits qui sont plus transformés, qui nécessitent un peu plus de process avec une industrie derrière. De la même façon, quand on vient travailler le bois, on a aussi des éléments transformés comme par exemple l'OSB, le panneau médium MDF qu'on connaît. Tout ça, c'est des produits où la biomasse bois a été retravaillée. Donc, on a broyé finement dans le cadre du MDF. On a collé dans le cadre du contreplaqué. Donc, on est venu apporter des additifs, etc. Et on fabrique avec ça des matériaux performants qui sont utilisés en structure, par exemple le lamellé-collé pour l'utilisation en charpente, le contreplaqué pour du contreventement, etc. Donc, c'est des matériaux biosourcés utilisés dans le bâti en construction. Toujours sur des matériaux un peu plus transformés, on a des matériaux qui sont, j'en ai parlé tout à l'heure, issus du recyclage, donc la ouate de cellulose, qui est un isolant en fait très performant et très durable, mais fabriqué à partir de ressources recyclées. Donc 100% fabriqué à partir de papier journal, de papier carton, auquel on va ajouter, en plus d'un défibrage, d'un broyage, on va ajouter des adjuvants qui vont permettre la résistance au feu, la résistance aux termites, au développement fongique, etc. Et on va avoir un produit qui est très performant et qui est utilisé dans beaucoup d'habitations dans le monde entier. De la même façon, le panneau de particules. Donc, on voit le panneau de particules, c'est des panneaux qui sont utilisés par exemple dans l'ameublement, dans l'aménagement, tout ce qui est plan de travail de cuisine, meubles un peu préassemblés qu'on retrouve chez les distributeurs sont faits en panneaux de particules. Donc, ce sont des petites particules de bois qu'on va venir compresser et coller, sur lesquelles on va appliquer un revêtement en mélamine généralement pour avoir le côté esthétique du panneau. Donc voilà encore des exemples de matériaux transformés à base de biomasse. Si on continue un peu plus dans la transformation, on a les matériaux qui sont très transformés. Donc là, on va s'intéresser un peu plus par rapport à ces matériaux-là, mais pour la chimie. Donc on va venir extraire des molécules pour fabriquer des solvants, des colles, des plastiques, etc. Typiquement, on va substituer dans la composition de ces produits les molécules par des molécules qui viennent de la biomasse. Donc, normalement, on aurait trouvé ces molécules d'intérêt-là par des procédés de raffinement du pétrole ou bien des procédés hydrocarbures. Et là, on va essayer de les trouver dans la biomasse. Donc, par exemple, à partir d'amidon, on peut fabriquer des monomères biosourcés pour du plastique, fabriquer du PLA et derrière fabriquer des emballages ou des plastiques biosourcés. Pareil pour la peinture ou des substituts aux produits chimiques qu'on connaît. Donc, par exemple, il existe du white spirit qui est complètement fabriqué à partir de ressources végétales. Donc, voilà, donc ça, c'est des matériaux biosourcés qui nécessitent plus de transformation, plus d'industrie et plus de savoir-faire, mais qui ont le mérite d'exister. Donc voilà, pour clôturer un petit peu cette partie sur les matériaux biosourcés, on a vu des matériaux peu transformés comme le matériau naturel, les fibres ou même le bois, des matériaux un peu plus transformés où on va venir défibrer, broyer, etc. Et des matériaux très transformés et où on va extraire par des procédés chimiques des molécules d'intérêt qu'on va venir réintroduire derrière dans des produits. Donc plus les matériaux sont techniques, généralement, plus ils sont transformés.
Donc, quand on va venir regarder ces matériaux-là, il va falloir bien sûr s'interroger sur la pertinence de la fabrication locale. Est-ce qu'on peut fabriquer ces matériaux-là à l'échelle de notre marché, à l'échelle de notre territoire? Et quels sont surtout les impacts environnementaux associés? C'est-à-dire que souvent, on va venir prendre une biomasse, la travailler, la transformer, etc. Mais en retransformant et en ajoutant du process, on va venir ajouter aussi des émissions et un impact sur l'environnement, parce qu'on va utiliser de l'énergie pour transformer cette biomasse, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important toujours de réaliser cette ACV, cette analyse de cycle de vie complète, pour vraiment comparer deux produits, deux solutions entre elles et voir laquelle est vraiment la meilleure pour l'environnement et pour les impacts associés. Euh, voilà. Si on passe de l'autre côté en termes de ressources, on retrouve les matériaux géosourcés. Donc, les matériaux géosourcés sont des matériaux, comme le nom l'indique, qui sont d'origine minérale, donc qui sont extraits du sol, avec un aspect important qui ne nécessite pas de transformation industrielle lourde. Donc, par exemple, on a des matériaux à base de terre, qu'on connaît bien, donc la terre crue, même la terre cuite parfois, si l'énergie utilisée est d'origine renouvelable. On a le pisé, l'adobe, les enduits. Tout ça, ce sont des matériaux qui sont fabriqués à partir de ressources minérales et qui sont des écomatériaux parce qu'ils permettent des économies d'énergie, parce qu'ils sont utilisés généralement de manière locale, donc ils s'affranchissent des émissions liées au transport, etc. On a la pierre aussi. Euh, la Réunion, le basalte, les moellons, tout ça, ce sont des pierres qui sont directement disponibles et qui, par leur utilisation, permettent de diminuer l'utilisation de béton et de ciment qui posent problème en fait dans le bâtiment via les impacts environnementaux. Dans certains cas, on peut retrouver la chaux dans les écomatériaux. Si pour une utilisation locale, par exemple, dans des process avec une énergie décarbonée, la chaux peut très bien être très compétitive d'un point de vue environnemental par rapport au béton, par rapport au ciment. Donc ces matériaux-là, généralement, proposent une bonne inertie thermique, c'est-à-dire qu'on va réguler l'humidité par ces matériaux, notamment le matériau terre. On va atténuer les transferts thermiques justement par cette inertie-là, donc on va avoir un meilleur confort d'été, un meilleur confort d'hiver. Euh, on a aussi un gain dans la phase d'utilisation, justement par rapport à ces inerties thermiques-là, on va avoir besoin de moins refroidir ou moins chauffer. Et bien sûr, il y a le potentiel de la production et de la consommation locale qui fait qu'on peut fabriquer, par exemple, des matériaux de construction à partir des ressources qu'on a localement pour ne pas justement importer les éléments constitutifs du bâti qu'on veut créer. Donc voilà, sur ce point, quelques exemples pisés, donc des couches stratifiées comme ça de terre compressée. Donc ça, c'est un exemple au Japon, comme quoi on peut fabriquer à partir de terre dans presque tous les pays du monde. Euh, donc un exemple moderne. On a aussi la brique de terre comprimée, hein, un exemple qu'on connaît bien et qui est très local, par exemple à Mayotte où il y a les règles professionnelles. Donc tout ça, ce sont des innovations et des matériaux, des écomatériaux qui sont reconnus, qu'on sait travailler et qui ont des bonnes propriétés thermiques, des bonnes propriétés techniques par rapport aux bâtiments qu'on veut fabriquer. Voilà, on a aussi tout ce qui est pierre naturelle, donc on reconnaît le mur moellon, la pierre sèche, etc. Quand on va utiliser moins de béton, moins de ciment, on peut avoir cette économie par rapport aux impacts environnementaux et c'est ça qu'on va venir rechercher. La chaux naturelle aussi peut être un liant comparé au ciment qui est plus avantageux sur le plan environnemental. Euh, voilà. Ensuite, on peut faire, on va dire, des composites à partir de ces deux catégories que je vous ai présentées précédemment. Donc, on va prendre du géosourcé et du biosourcé. C'est comme ça qu'on fabrique du béton biosourcé. Donc, on va venir charger une matrice cimentaire ou de chaux, etc., avec des particules végétales. Pardon. Donc, on a ce côté isolation diffusée un petit peu avec cette charge biosourcée à travers les matériaux de construction et on va encore abaisser par ce biais-là l'impact environnemental du bâti avec des matériaux végétaux. Ça peut s'appliquer aussi à des enduits. Donc un enduit qui est très, très utilisé en Europe, l'enduit chaud-chanvre, qui va venir apporter cette isolation et ce côté végétal biosourcé au bâti.
Et des exemples un peu plus locaux, l'enduit chaux scorie qu'on peut retrouver à La Réunion, fabriqué à partir de chaux de Madagascar et de scorie locale à La Réunion, donc distribué par la société Tefra, qui fait des enduits colorés, un peu rosés, avec différentes palettes de couleurs qu'on peut appliquer à l'intérieur de chez soi ou dans des bâtiments publics de manière à baisser encore une fois l'impact environnemental de la construction. Voilà, si on continue dans les matériaux composites, on peut faire aussi des composites de polymères, donc de plastique, avec des charges végétales. Donc, on va venir broyer, par exemple, du bois ou des fibres très finement, distribuer ça à travers des polymères thermoplastiques et fabriquer des lames composites de terrasse, du bardage biosourcé, où on va quand même retrouver une part de plastique, qui, lui, peut être biosourcé aussi, mais on va retrouver surtout des charges végétales à travers ces matériaux-là, donc qui vont abaisser finalement encore plus l'impact environnemental de ce produit. Mais derrière, on peut aussi retrouver tout ce qui est géopolymère, donc des matériaux liants hydrauliques qui n'utilisent pas de ciment, à partir simplement de matériaux géosourcés, donc très performants aussi, et qui sont au sujet de recherche et d'innovation dans le domaine très récemment. Euh, voilà, si on continue encore au niveau de l'origine de la ressource pour ces écomatériaux, on a bien évidemment les matériaux recyclés. Donc ceux-ci, ce sont des matériaux qui intègrent des matières premières secondaires, donc qui sont des anciens déchets ou des coproduits d'une autre industrie dans leur composition, donc en remplaçant une de la ressource vierge qui aurait été extraite, produite à partir de pétrole, etc., dans leur fabrication. Donc, on va dire que le recyclage, c'est l'un des leviers principaux en fait, de la diminution de l'impact environnemental de l'industrie, parce qu'il apporte une solution par rapport à la valorisation des déchets en nouveaux produits et par l'économie de la matière vierge. Donc, c'est vraiment un point important pour la fabrication d'écomatériaux. Mais évidemment, on sait que le recyclage vient avec son lot d'enjeux et de considérations, donc principalement la qualité de la ressource. Donc il faut que les produits visés par le recyclage aient été collectés, triés, parfois même lavés. Donc des actions qui peuvent être facilitées si les produits ont été éco-conçus dans le but d'améliorer leur recyclabilité et qui peuvent être très difficiles à mener si justement il y a eu une mauvaise collecte, un mauvais tri ou un mauvais lavage du produit. Donc, ils peuvent souvent nécessiter un process additionnel. Hein, donc, un autre enjeu pour les matériaux recyclés, c'est qu'on va devoir les broyer, les sécher, des fois ajouter des additifs pour qu'ils soient performants d'un point de vue technique. Donc, on peut arriver à des coûts de matière recyclée qui, des fois, sont supérieurs à la matière vierge, justement à cause de ce process-là additionnel pour remettre la matière dans un état industriel transformable et utilisable. Souvent, les performances techniques des matériaux recyclés sont assez décriées. On peut avoir des matériaux recyclés qui sont moins performants et donc l'innovation va aussi servir à améliorer les performances des matériaux recyclés et faire qu'ils soient recyclables et recyclés de plus en plus. Euh, voilà, donc sur des exemples de matériaux recyclés, par exemple, on a la poudre de verre. Donc à La Réunion en particulier, on a une usine qui recycle tout le verre pour fabriquer de la poudre qui va être derrière être incorporée dans les bétons. On en parlera un petit peu plus dans les exemples plus tard. Mais voilà, on peut recycler ce matériau-là dans d'autres matériaux et ça évite les déchets et ça permet d'abaisser l'impact environnemental des constructions en béton. On a aussi le plâtre qui peut être recyclé à l'infini. Donc, on peut refabriquer des éléments en plâtre à partir de plâtre vierge. Il faut juste qu'ils se soient très bien triés, qu'on sépare les éléments métalliques des éléments cartonnés et du plâtre en lui-même. Mais on peut refabriquer, par exemple, des enduits, des briques, etc. avec ces matériaux-là. Sur d'autres ressources recyclées toujours, on a tous les produits à base de plastique recyclé. Hein. On sait que le plastique, les thermoplastiques de manière générale, sont recyclables à l'infini en théorie. C'est-à-dire que souvent, il faut très bien les trier et savoir qu'est-ce qui a été inclus dans leur composition pour pouvoir après les recycler et en faire des nouveaux produits. Mais c'est des choses qu'on peut faire et qu'on arrive à faire, en particulier sur le caoutchouc des pneus.
Donc, les pneus peuvent être séparés du fer, de la ferraille, des textiles, etc., pour en fabriquer des dalles de sol que vous avez sûrement déjà vues en plastique recyclé. On peut fabriquer des panneaux à partir de PEHD, polypropylène, etc., si on arrive à trier les choses correctement et à les débroyer pardon, assez finement. Donc, des panneaux qui peuvent être utilisés en ameublement, en fabrication de mobilier ou même dans le bâtiment. Et d'autres projets un peu plus innovants, par exemple pour le recyclage de textiles, où une entreprise, par exemple Fabrique, qui fabrique des briques de construction à partir de textiles recyclés. Donc là, on n'est pas sur du 100% biosourcé ni recyclé. Il y a toujours une part un petit peu d'encollage, etc. Mais c'est un produit intéressant qui permet de valoriser un déchet. Voilà. Derrière, si on regarde un petit peu le côté étape de fabrication et mise en œuvre, on a aussi des écomatériaux qui sont économes de par leur mise en œuvre et leurs étapes de fabrication en matière, en produisant peu de déchets ou en consommant peu d'énergie. Euh, Par exemple, on a la fabrication de béton bas carbone. Donc là où on utilise classiquement des procédés de décarbonatation du calcaire, etc., qui vont produire du CO2 à des températures de 1400 degrés et des grosses industries, on peut avoir, dans le cadre par exemple du ciment, donc du béton LC3, du ciment LC3, c'est d'utiliser des procédés par exemple de déshydratation pour des argiles avec des températures moins élevées. Donc c'est toujours un produit qui va faire la même chose. Donc c'est un liant hydraulique qui va permettre de fabriquer du béton. Mais comme son process de fabrication n'était pas aux températures très élevées et avec d'autres procédés chimiques, ça va nous permettre de faire une économie de production de CO2. Euh, voilà. Autre exemple, par exemple, sur la la construction en 3D. Donc, on a des procédés qui permettent de construire des maisons en 3D, donc qui vont permettre d'offrir des atouts écologiques, par exemple en réduisant pardon, les déchets de chantier, en économisant sur les matériaux, par le design par ordinateur, par exemple, en limitant les transports. Parce qu'ils ont été fabriqués localement sur place et en diminuant les temps de chantier. Donc ça, c'est un procédé de fabrication, on va dire, qui va apporter des économies au niveau des émissions de CO2. On a aussi tout ce qui est préfabrication, donc fabrication hors site, où on va faire l'économie de matière, on va gérer les déchets de manière plus importante, on va pouvoir intégrer directement les isolations dans les bâtis avec exactement la quantité qu'il faut, etc. Finalement, on va faire une économie de matière et qui va participer à baisser l'impact environnemental du bâti. Donc par rapport à la rapidité de mise en œuvre, moins de déchets de chantier, etc. Les économies de matière, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le panorama que je voulais vous proposer sur ces matériaux-là liés au bâtiment et à la construction. Euh, Aujourd'hui, si on regarde euh, au niveau des matières que je vous ai présentées juste avant, pour certains, ce sont des matériaux qui sont assez simples, en fait, naturels, qui sont utilisés depuis des centaines d'années, comme par exemple la paille, etc., dans l'architecture et même dans les constructions régionales. Euh, Parce qu'avant, comme je disais juste avant, les gens construisaient avec les matériaux qui existaient pas trop loin de chez eux. Donc les bâtiments, etc., étaient plus écologiques que maintenant. Donc aujourd'hui, ces techniques et ces bâtiments biosourcés, géosourcés, etc., ils peuvent aussi souffrir d'un petit déficit d'image, d'un a priori sur leur performance ou être peu attrayants parce que parfois ils sont éloignés de l'idée qu'on a de la modernité et des constructions contemporaines. Demain, on peut dire que si on dit qu'on va faire une maison en paille avec des enduits à la terre, on imagine qu'il y aura un petit a priori par rapport au rendu et à la modernité que ça peut faire. Euh, mais pour autant, ça offre du coup une grosse possibilité d'innover. Donc maintenant qu'on peut mesurer le vrai impact des matériaux sur l'environnement, on peut les améliorer du coup et on peut les intégrer au maximum dans notre quotidien. Et c'est sur ça que vont porter finalement les innovations de ces dernières années-là, dans ce sens-là, de démocratiser un petit peu et de rendre les matériaux traditionnels plus techniques pour qu'ils puissent être utilisés dans de plus grandes mesures. Donc on peut travailler sur la matière première, comme on l'a vu avant, le chanvre, le lin, la paille, etc. Dans le biosourcé, c'est connu depuis très longtemps. Mais par exemple, on peut regarder du côté des innovations par rapport aux champignons et aux algues, par exemple.
Donc, il y a des innovations par rapport au mycélium. Donc, en 2014 déjà, ça fait plus de 10 ans maintenant, il y a eu ce premier prototype aux États-Unis, il me semble, par la société The Living qui a fait des briques à partir de champignons, de mycélium, et pouvoir monter comme ça une structure de 12 mètres en structure légère qui peuvent être utilisées dans le bâtiment. Depuis, on a des sociétés comme Mogu, par exemple en Italie, qui fabriquent des revêtements de sol, de parois verticales, même des panneaux acoustiques à base de mycélium, donc à base de champignons. Donc, ce sont des matériaux qui sont pour le coup 100% naturels, 100% biodégradables, qui sont anti-feu, parce que la propriété de ce champignon-là, c'est que quand il brûle, finalement, il va se contracter, il ne va pas faire de gouttes ni de fumée. Donc, c'est des matériaux qui sont anti-feu directement de manière naturelle, sans additifs. Et on peut les utiliser dans l'isolation, dans les structures légères et même dans de l'emballage. Donc j'ai mis quelques noms de produits ici en haut à droite pour que vous puissiez aller regarder. Mais voilà, c'est une innovation très intéressante sur le champignon. Derrière, on peut aussi fabriquer, par exemple, à base d'algues, des briques, par exemple, des briques de sargasses. Ça c'est un projet porté par l'ADEME aux Antilles, avec toutes les problématiques que les sargasses peuvent apporter en termes de colonisation des milieux, désagréments pour la population, etc. On peut les transformer en briques ou en matériaux qui vont être, par exemple, anti-bruit ou des briques de construction ou des panneaux d'ameublement. Donc, ce ne sont pas des matériaux qui sont faits 100% à partir de sargasses, mais qui apportent une solution pour le traitement de ces déchets-là dans la construction et qui en même temps abaissent l'impact environnemental de la construction. Mais bien sûr, on peut aussi travailler sur, en termes de ressources, travailler sur les ressources textiles, comme je l'ai mis un peu plus précédemment. Donc, la société Fabrique qui fabrique des briques à partir de textiles recyclés, donc pour de l'aménagement intérieur. Donc là, on va faire l'économie finalement de placo, par exemple, ou bien de béton pour faire des cloisons d'intérieur. On peut utiliser ce type de matériaux-là, donc valoriser un déchet et en même temps faire l'économie dans le bâtiment d'autres matériaux. Il faut savoir aussi que les matières premières, c'est aussi ce qu'on ne voit pas vraiment. Donc, c'est tout ce qui va être les cols, les résines, les produits, les molécules en fait issues de la pétrochimie de manière générale, qui vont assurer les cohésions des matières, notamment par exemple dans les panneaux de particules comme celui-là, et qui vont être remplacés par des molécules issues de la biomasse, donc par exemple pour supprimer le formaldéhyde ou pour abaisser les niveaux de composés organiques volatiles dans ces produits-là. Un autre exemple, Fibenco, donc plaquage biosourcé à base de banane, donc une société basée dans les Antilles qui va retraiter la fibre de banane pour faire des plaquages qui normalement auraient été à base de mélamine, à base de plastique, etc. Donc voilà quelques exemples d'innovation qu'on peut avoir au niveau des matériaux biosourcés dans le bâti. Pour continuer dans cette lancée-là, récemment, il y avait plusieurs salons autour des matériaux biosourcés. Donc, par exemple, des innovations qui sont autour des panneaux isolants, impact acoustique, archisomique, qui a développé plusieurs panneaux à base, par exemple, de sisal. Donc, notre équivalent, ce serait le choca ou bien les plantes très fibrées, etc. Donc, des panneaux qui peuvent être comme ça positionnés à l'intérieur d'ossature et qui vont apporter cette atténuation acoustique dans le bâti. Ou par exemple, cette entreprise qui a développé des revêtements muraux à base de marc de pomme. Donc pareil, valorisation d'un déchet. Et on a un panneau qui est esthétique, qu'on pourrait utiliser en habillage, etc. et qui est fait 100% à partir de ressources biomasse comme la pomme ici. Sur un autre point, on peut dire que souvent, pour fabriquer ce type de matériaux-là, on va devoir se lancer dans de grosses industries pour distribuer sur un grand marché, etc. Il y a l'exemple que je vous ai montré là sur la droite à partir d'aluminium recyclé. Ça, c'est une entreprise qui a décidé de recycler toutes ces chutes d'aluminium pour des petites séries de fabrication de poignées, par exemple, pour des portes, pour des placards. Donc, on a des petites réalisations comme celle-ci.
Donc voilà, pour conclure assez rapidement, parce que je vois que le temps passe, euh, des innovations, on en a sur tous les domaines, hein, finalement. Dans le béton, par exemple, les bétons autoréparants, du béton biosourcé photovoltaïque, il existe plein de choses qu'on peut faire à partir de matériaux biosourcés, de matériaux géosourcés. Il y a des géopolymères, des colles à base de tanins, sur la valorisation des coquillages, dans des composites, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut poursuivre en fait la bonne innovation. Donc il faut être adapté au marché. C'est-à-dire que dans nos contextes, par exemple, des îles ou bien de la fabrication insulaire, il ne faut pas oublier qu'on a un petit marché, qu'il faut maîtriser la ressource qu'on va transformer et qu'il faut que tout ça soit économiquement pertinent dans notre environnement proche et envisager aussi l'exportation. Voilà, donc il faut faire travailler son positionnement, faire un produit pour un marché, donc bien euh, consulter les utilisateurs potentiels, les potentiels clients, et faire des projets pardon, à la mesure des capacités de l'entreprise. Parce qu'il y a des projets, par exemple, de chimie, etc., qui nécessitent un grand savoir-faire et des grands moyens. Il y a des projets plus abordables de valorisation de matière qui sont tout à fait possibles. Il ne faut pas oublier que l'assemblage, c'est aussi une innovation. C'est-à-dire qu'on peut prendre un liant qui existe avec une fibre végétale, fabriquer un produit et que ce soit une innovation parce qu'on a créé un nouveau produit biosourcé. Un déchet et un process aussi. Trouver une valorisation pour un déchet, c'est aussi une innovation. Et pareil, des innovations qui existent dans d'autres pays qu'on pourrait ramener sur notre territoire. Ce sont aussi des innovations territoriales. Donc, comment être au courant des différentes innovations qui sortent au niveau mondial? Il y a le réseau des SAT, qui est Société d'accélération et de transfert technologique, qui propose des projets de recherche et développement qui sont directement transférables à l'industrie. Après, il faut rester à l'écoute au niveau des technopoles, par exemple, des pôles de compétitivité comme Tropique ou comme d'autres qui peuvent exister au niveau européen. Se rapprocher des centres techniques comme le FCBA pour le bois, le CERIB pour le bâtiment, pour le béton, etc. Eux qui sont au fait des dernières innovations. Et s'abonner à des ressources type Batimat au niveau des salons pour le bâtiment, ou même des rendez-vous de la matière ou des salons liés au design où on trouve souvent beaucoup d'innovations de ce côté-là. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'ai un peu dépassé le temps, mais je voulais faire un point assez global par rapport à ça. Euh, Si vous avez des questions, des remarques ou même des questionnements, je suis disponible pour y répondre, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse peut-être la parole à ce moment-là si vous avez des remarques. Mais en tout cas, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Euh, Nicolas, je vois que tu es encore là, est-ce que tu confirmes que le webinaire va être, le support de présentation pourra être distribué aux participants? Oui, Ok, parfait. Est-ce qu'on a eu des questions par il y a une rapport question à... dans le chat, je ne sais pas Ah si ouais, tu vois. non, attends, faut que j'aille dessus. Euh, Tac, conversation. Euh, pour nos matériaux biosourcés destinés à la construction, mobilier et autres, faut-il prévoir les traitements thermiques spécifiques pour nos îles tropicales ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire en Europe? Alors, il y a ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé, dans tous les cas, à chaque fois, c'est comme ça. Euh, Généralement, si on essaye de développer un produit qui va être utilisé dans les îles où il y a le risque thermite, si on peut intégrer directement dans la fabrication du produit une certaine résistance à ces agents termites, etc., c'est mieux. Après, il existe aussi des produits de traitement qu'on peut appliquer a posteriori, une fois que le produit est posé. Mais par exemple, nous, on a un projet là de fabrication de panneaux de particules où on essaye d'avoir la protection thermite et directement dans le matériau lors de sa fabrication. Euh, mais après, c'est pas forcément une obligation, c'est juste que c'est mieux par rapport à la durabilité du produit qu'on veut mettre en œuvre dans les îles, quoi. Euh, Merci. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous avez des chantiers expérimentaux que l'on peut visiter? Aujourd'hui, nous, à La Réunion, on n'a pas forcément de chantier. Enfin, je ne serai pas l'interlocuteur particulier pour des chantiers expérimentaux. Je sais qu'il faudrait plutôt se rapprocher des
des architectes, de l'ordre des architectes ou même du CAE pour des chantiers où on utilise des matériaux biosourcés. Il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de cryptomeria qui a été utilisé à La Réunion dans des solutions comme ça. Je parlais aussi d'enduits à base de scories et de chaux. Il y en a qui ont été utilisés sur des projets de bâtiments, sur des chantiers à La Réunion. Donc ça aussi, il est possible de les visiter. Il faut se rapprocher des archis et des prescripteurs principalement, ou même des particuliers aussi, s'ils les mettent en œuvre de ce côté-là. Après, nous, si on fabrique des matériaux, pour l'instant, on est plus sur la phase R&D, recherche-développement. Donc, ce sont des matériaux qui ne sont pas forcément encore sortis en utilisation, mais qu'on peut vous présenter si jamais ça vous intéresse. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être? Ah oui, comment encourager la production d'écomatériaux à partir de ressources locales comme la bagasse, le coco ou les algues sans que cela devienne plus coûteux que les matériaux apportés? Ah ben ça, c'est vraiment la question angulaire, hein. C'est-à-dire que quand on va fabriquer localement, ce sera forcément plus cher. Donc je pense qu'il faut prendre le parti d'utiliser au maximum les ressources de type financement, subvention, etc., pour essayer d'abaisser au maximum le coût d'investissement. Et après, encourager la production, ça va venir par changer les règles dans les cahiers de prescription, par exemple, mettre des conditions d'impact environnementaux quand on va fabriquer des bâtiments publics ou quand on va quand on va faire ces cahiers de prescription pour des opérations. Et dans ce cas-là, seulement les matériaux locaux et biosourcés pourront répondre au marché. Et dans ce cas-là, oui, on va encourager la production locale. Mais c'est vraiment une question qui pose problème, effectivement. Oui. Parce que les matériaux importés sont très peu chers et très performants. Donc c'est une question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse, mais je sais que c'est très important de la travailler. Oui. Oula, trop de questions. Quel type de soutien ou de cadre réglementaire serait nécessaire à Maurice pour que les petits artisans et les petites entreprises puissent vraiment adopter les écomatériaux à grande échelle? Ben, comme je le disais un peu juste avant, je ne suis pas forcément expert de l'écosystème mauricien par rapport à ça, mais je pense qu'il faut que ces petites entreprises puissent être aidées d'un point de vue financier et même d'un point de vue d'accessibilité à des marchés pour adopter les écomatériaux. C'est-à-dire qu'on va favoriser d'une certaine façon une entreprise qui met en avant des écomatériaux plutôt qu'une entreprise qui met en avant un produit importé. Je pense que ça peut passer par là. Cadre réglementaire, oui, il y a aussi toutes ces histoires de certification des matériaux qui c'est en train un petit peu de bouger avec, dans le cadre français, tout ce qui est le marquage région ultra-périphérique ou même les marquages CE un peu adaptés. Mais voilà, ça va passer par ce type d'action, je pense. Mais finalement, le nerf de la guerre, ça reste le côté financier. Donc, si on peut aider les petites entreprises à accéder à des marchés, je pense que c'est déjà par là qu'il faut commencer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, voilà, ce sont mes éléments de réponse. Est-ce que le béton qui utilise du sable local pour 2 tiers de sa composition n'utilise pas moins de carbone au final que les matériaux apportés, pain, bois, classe 4, etc. Est-ce que vous avez encore du sable dans nos carrières sur les immenses chantiers de la Réunion? Oui, bah ça, c'est aussi hyper important. C'est pour ça que pour la première question, l'ACV est très important, puisque souvent, on dit qu'on utilise des matériaux biosourcés, des matériaux écologiques, etc., qu'on importe, parce qu'on ne les produit pas localement. C'est très important de regarder l'ACV du produit global en incluant l'aspect transport jusqu'à La Réunion ou jusqu'à Maurice. Parce que dans le cadre typiquement de cette question-là, il peut s'avérer qu'un matériau qui serait moins biosourcé, moins écologique, mais qui utilise des ressources locales, soit moins impactant qu'un matériau plus biosourcé, plus écologique, mais importé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comparer au niveau des ACV les deux solutions avant de prendre une décision. Parce que là, des fois, on n'imagine pas les transferts d'impact que ça peut avoir sur d'autres aspects de la chaîne, notamment dans le transport.
Et pour le sable dans nos carrières, je pense qu'il y a, il y a un gros sujet aussi. Je ne suis pas expert non plus des ressources minières qu'on peut avoir à La Réunion ni à Maurice, mais il y a typiquement un manque de sable au niveau mondial pour les chantiers d'envergure. Donc j'imagine que nous avons exactement les mêmes problématiques à La Réunion. Ouais. Bambou et fibres de coco sur l'île. Oui, ce sont des ressources qu'on a regardées, hein, bien évidemment. Après, ça pose d'autres problématiques, d'autres challenges, notamment la collecte, l'accessibilité de la ressource. Et après, tout ce qui est transformation, ça dépend aussi du produit qu'on veut fabriquer à la fin. Si on veut faire des structures porteuses en bambou, ça va être plus compliqué d'un point de vue technique, réglementaire, etc. Et même de sélection des des différents pousses de bambou qu'on va mettre en œuvre et même des espèces. Donc ça va être assez compliqué si on regarde du côté structurel de la chose. Mais si on va par exemple sur de l'aménagement, du panneau, de la réalisation plus artisanale, ça peut être plus simple. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Après, la fibre de coco aussi, il faut pouvoir la collecter, la transformer, massifier les gisements, et ça dépend aussi de ce qu'on veut faire comme produit. Si on veut faire simplement du paillage ou des produits assez peu transformés, ça peut être assez simple, se rapprocher de certaines entreprises ou certains propriétaires qui ont de la fibre de coco sur leur terrain, ça peut être suffisant pour faire une petite production d'un produit artisanal. Derrière, si on veut fabriquer par exemple des briques pour une industrie ou même de la fibre pour des isolants avec un gros volume, il y a d'autres considérations à prendre en compte, notamment, comme je l'ai dit, l'accessibilité de la ressource, euh, le process de transformation, etc. Donc ça peut être compliqué. Ça dépend vraiment du produit qu'on veut fabriquer. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. De toute façon, l'enregistrement et le diapo vous seront transmis euh, par la suite. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Nicolas, si tu veux rajouter un mot ou bien c'est bon. En tout cas, pour moi, ça me paraît OK. Ah non, merci à tous d'avoir assisté pour votre participation active. Je vous transmettrai le replay, la présentation suite à ce webinaire. Et ben, la semaine prochaine, s'il y a des entreprises du secteur cosmétique ou de la santé, on aura un atelier à Maurice. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si je ne vous ai pas contacté. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.